Et on a le plaisir d'accueillir Fabien Roussel. Merci d'être là, Fabien Roussel, parce que vous travaillez beaucoup à l'Assemblée nationale. Mais je rappelle aussi que vous êtes secrétaire national du Parti communiste et candidat à la présidentielle. À l'instant, Jean Castex, Premier ministre, se félicite de l'adoption du texte qui instaure un pass vaccinal en première lecture à l'Assemblée nationale. Vous avez voté contre le Parti communiste. Pourquoi ? Nous avons voté contre le principe de ce passeport vaccinal qui contraint les Français à aller se faire vacciner par des mesures qui va les empêcher d'aller dans des lieux de la vie quotidienne, alors que nous, ce que nous voulons convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui à se faire vacciner, mais les convaincre en incitant, en faisant en sorte que les médecins, les infirmières aillent taper aux portes des non-vaccinés pour leur proposer la vaccination avec de la bienveillance, en créant du lien, du contact physique. D'accord, ça c'est Depuis le début, j'appelle à la vaccination. Je suis pour la vaccination. C'est la solution, la vaccination. La vaccination, c'est la solution pour ne pas faire de forme grave. Oui, il faut se faire vacciner pour éviter de faire une forme grave du Covid et donc pour éviter d'en mourir. C'est important. Les soignants nous le disent tous. Ceux qui sont aujourd'hui en service de réanimation, ceux qui meurent sont très majoritairement des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc oui, il faut tout faire pour se faire vacciner. Je serai d'ailleurs cet après-midi à Villejuif, dans un centre de vaccination mobile au cœur d'un quartier populaire, avec le maire communiste de cette ville, Pierre Garzon, qui lui aussi déploie tous les moyens qu'il faut avec les médecins de sa ville pour aller vers ceux qui sont éloignés des soins. Il y a 7 millions de Français qui sont aujourd'hui dans des déserts médicaux. Vous dites beaucoup de choses, on va les reprendre les uns après les autres. C'est important d'entrer dans le détail aussi, parce que c'est important de comprendre votre doctrine au Parti communiste. Donc, vous êtes contre le pass vaccinal. Vous êtes contre le pass sanitaire ? Non. Nous demandons... Non, mais, oui ou non ? Le pass sanitaire, j'ai dit que j'étais pour les grands événements. Pour les grands événements. Mais pour les grands événements, on en a besoin. Oui, dans la vie de tous les jours, vous êtes contre le pass sanitaire. D'accord. La contrainte ne marchera pas. La contrainte, elle a marché. Vous dit le gouvernement. C'est ce que vous dit le gouvernement. La contrainte, elle a marché entre le 12 juillet, l'annonce du pass sanitaire, et le 30 août. Il y a eu combien de personnes qui sont allées se faire vacciner ? C'est une solution dont vous dites que c'est la meilleure. Mais la contrainte, aujourd'hui, elle marche. N'a pas permis à 5,5 millions, près de 6 millions de Français d'être vaccinés. Elle a permis à combien de Français d'être vaccinés ? C'est pas ça qui est important ? Ce n'est pas suffisant. On arrive au bout. Madame Martichoux, on arrive au bout. C'est pour ça que le gouvernement vous dit, le pass vaccinal, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais justement, on arrive au bout d'une logique. Avec ce passeport vaccinal, nous pensons, après, si on se trompe, eh ben, je dirais... Personne n'a de certitude dans la matière. Je veux dire, si au final, tout le monde ça a été vacciné, écoutez, d'accord, on s'est trompé. L'objectif, c'est qu'on soit tous vaccinés. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive à sortir de cette épidémie, définitivement. L'OMS nous dit que ce n'est pas avec des doses de rappel que l'on arrivera à éradiquer l'épidémie. Ce qu'il faut, c'est que tous les peuples du monde soient vaccinés. Oui, alors, donc vous entendez bien par là que je me bats pour la vaccination généralisée. En France... et dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de variants qui apparaissent, comme le variant Omicron. On va revenir au quotidien. Du monde soient vaccinés. On va revenir au quotidien. France, les Français qui doivent se faire opérer aujourd'hui, ne le peuvent pas parce que la majorité de ceux qui occupent et qui saturent même les services de réanimation, ce sont des non-vaccinés. Ça fait 1 an que maintenant a commencé la campagne de vaccination en France. Il y a effectivement 5 millions de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Les discours, les encouragements, la pédagogie, les appels, ça n'a pas, pour l'instant, produit d'effet. Est-ce qu'il ne faut pas passer à la coercition, à un moment, comme on le fait dans d'autres compartiments du jeu, comme la sécurité routière, etc. À un moment, est-ce que la coercition, c'est pas la dernière arme pour protéger les autres ? C'est tout le débat que nous avons. Et vous dites non. Nous disons que non. Et je vous donne un exemple, si vous permettez. La tranche d'âge aujourd'hui la moins vaccinée restent les plus de 80 ans, les plus âgés. C'est la tranche d'âge la moins vaccinée. Et c'est là où il y a la marge de progression la plus importante. Ce ne sont pas des... Il y a 12% des plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Oui, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup par rapport à cette tranche d'âge. Et ce sont les plus fragiles. C'est donc vers eux qu'il faut aller. Ce ne sont pas des complotistes. Ce sont beaucoup des gens qui vivent dans la solitude.
éloignés des soins. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'a fait la Caisse primaire d'assurance maladie? Elle a envoyé des courriers, elle a téléphoné. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Les médecins que j'ai rencontrés à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma commune, me disent que eux-mêmes, quand ils veulent savoir qui n'est pas vacciné dans leur territoire, ils n'ont pas la liste des non-vaccinés. S'ils avaient cette liste... Donc c'est ce travail dont vous dites qu'il faudrait... Voilà, nous disons-nous qu'il est encore possible. Et puis je pose une dernière question. Vous dites, si vous arriviez au pouvoir, Fabien Roussel, le 24 avril, vous supprimez le pass vaccinal, vous supprimez le pass sanitaire pour tout le monde ou pas? D'abord, comment vous faites? Je vais vous dire. Si vous deviez gérer l'épidémie. Demain, président de la République, ce que je souhaite pour les Français, la première chose que je ferai, ça serait de soutenir beaucoup plus fortement notre santé publique, nos soignants, qui demandent, mais bien avant la pandémie, des hausses de salaire, des embauches, des embauches. De l'épidémie à court terme. Vous faites quoi? Non, mais je vais faire court. L'hôpital Bichat, je ne demande pas de faire court, je veux dire votre action à court terme. L'hôpital Bichat, je le réouvre. Les hôpitaux qui sont en train d'être fermés aujourd'hui ne seront pas fermés. Pour lutter contre l'épidémie de Covid, vous faites quoi? Mais j'en viens. D'abord, il faut soutenir notre santé publique, nos hôpitaux publics, et c'est la première chose que je ferai. Ensuite, je demanderai à ce que tous les médecins et les infirmières de chaque territoire qui sont organisés en communauté médicale aient la liste des non-vaccinés pour que l'on puisse aller les voir. Mais ils n'auront pas le temps, hein. Ils sont déjà débordés. Ils n'auront pas le temps d'aller prendre leur voiture pour aller... Mais vous savez que ces médecins reçoivent tous les ans la liste des femmes qui doivent faire leur mammographie, qui ne l'ont pas faite, et ils doivent les appeler. De la même manière, pour ceux qui doivent faire le dépistage du cancer colorectal, les médecins reçoivent la liste et il faut les appeler. On peut faire la même chose avec les non-vaccinés. Vous voyez, je souhaite être un président de la République bienveillant, qui crée de la confiance autour de vaccins. Et la deuxième chose que je ferai, je demanderai à l'OMS de lever les brevets sur les vaccins. Je demanderai à ce que les Big Pharma permettent à ce que tous les pays du monde puissent produire les vaccins en demandant le transfert des technologies. Il y a aujourd'hui 15 firmes pharmaceutiques qui sont prêtes à produire ces vaccins. Vous avez raison, c'est un enjeu considérable. En Afrique du Sud, Emmanuel Macron a d'ailleurs dit, il a changé d'avis sur ce sujet, il a d'ailleurs dit... Rien du tout. Alors, je peux juste dire ce qu'il a dit. Après, vous dites que quoi, c'est du bluff. Oui. Il a dit que si effectivement le système, c'est un peu compliqué, des exemptions qui sont appliquées pour le VIH ne marchaient pas, alors oui, il était favorable à ce qu'on lève les brevets. Aujourd'hui, la levée des brevets sur les vaccins est impossible à cause de l'Allemagne, de la France, à cause des pays de l'Union européenne qui bloquent la levée des brevets. Il ne le pense pas alors, et il ne le fera pas. Il ne le fait pas. Aujourd'hui, les débats qui ont lieu au sein de l'OMC et auprès de l'OMS montrent que la France et l'Allemagne bloquent la levée des brevets et les transferts de technologies. Il faut sortir la santé des griffes de la finance. Moi, je souhaite valoriser aujourd'hui le monde de la santé, les chercheurs, les scientifiques qui travaillent pour trouver les meilleurs vaccins, les soignants qui sont auprès des malades depuis des mois et des mois. Ce peuple-là, c'est le plus beau, c'est celui qui tient le pays à bout de bras, c'est celui qui se bat contre la pandémie. Il faut leur donner les moyens de le faire. Les scientifiques et les chercheurs qui travaillent pour des big pharma, chacun dans leur couloir, entre eux, pour défendre des brevets et faire en sorte que les actionnaires empochent des milliards. Moi, je demanderai à ce que tous ces scientifiques travaillent ensemble pour trouver les meilleurs vaccins. Petite parenthèse, et vous savez, Madame Martichoux, quand nous aurons le vaccin, est-ce que je peux poser une question? Non, mais je vais aller jusqu'au bout. C'est un sujet grave. Non. Laissez-moi juste dire ça. Quand nous aurons le vaccin, quand nous aurons un vaccin qui nous permettra de faire une dose par an ou une dose tous les 2 ans contre cette épidémie. Oui, mais un rappel annuel, comme celui contre la grippe. Alors oui, on pourra se poser la question de l'obligation vaccinale. Mais aujourd'hui, on est sur des vaccins dont il faut faire des doses tous les 3 mois. Qu'est-ce que l'on va dire? Mais qui protège des formes graves? Mais vous voyez bien... C'est pas l'essentiel pour protéger et les gens et les hôpitaux. Mais tout à fait. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que ce combat à l'échelle mondiale est indispensable pour que tous les scientifiques travaillent ensemble pour trouver ce meilleur vaccin. Vous voyez, vous me dites que j'ai raison.
On y arrive. Sur l'enjeu mondial, tout le monde sait qu'on est dans un système d'interdépendance et qu'effectivement, à terme, il faut que tout le monde... Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde le dit. C'est pas moi le... Tout le monde le dit, mais le président de la République ne le fait pas. C'est lui le gardien de la finance. Il veut emmerder les Français. Juste par parenthèse. Et moi, je veux emmerder les Vous avez sans doute entendu la séquence qui a été tournée par Paul Laroutourou pour LCI, auprès des antivax qui s'étaient réunis devant l'Assemblée nationale au moment au début de l'examen du texte sur le pass vaccinal. Vous les avez entendus tous animés par une forme de haine et de hargne, persuadés qu'il y a un système de corruption généralisé des politiques qui sont soumis à la doxa et surtout à l'argent de Big Pharma. Quand vous dites ça, est-ce que vous ne les alimentez pas un peu, malgré vous, ce discours ? Je pense pas. Je suis convaincu, moi, qu'aujourd'hui, les responsables politiques de la majorité actuelle, le président de la République, ses députés, travaillent, sont au service de la finance. Oui. Oui, ils servent les intérêts ils servent les intérêts de la finance des plus riches. Quand le président de la République... Mais ça veut dire... on n'est pas loin d'une accusation de corruption. Madame Artichoux, vous me posez une question, mais vous ne me laissez pas finir, vous m'interrompez. Oui, mais j'essaie de préciser votre pensée. Mais parce que quand il fait une sortie dans la presse, un journal parisien, avec ce gros mot, en fait, c'est une diversion. Pour ne pas parler de sa propre responsabilité. Mais là, vous faites une diversion pour pas répondre à ma question. Si, sur le fait qu'il n'a pas mis les moyens qu'il fallait dans l'hôpital public. Parce que ce gouvernement, ce président est au service de la finance. Ils ont fait des économies terribles dans nos services de santé. Depuis le début de l'épidémie, ils ménagent la finance. C'est ça que vous dites. Toutes les décisions, elles sont d'abord gouvernées par l'idée de... Comment vous expliquez qu'en pleine pandémie, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 57 milliards d'euros de dividendes et qu'en même temps, aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. Vous l'expliquez comment ? La pauvreté augmente et les riches deviennent toujours plus riches. Et vous l'expliquez comment ? Je l'explique par des lois, des mesures qui ont été prises par ce président de la République qui restera le président des riches jusqu'au bout et qui a servi la finance. Et qui aujourd'hui d'abord sert la finance avant de servir les Français. Sert la finance au lieu de servir les Français et il clive les Français. Il les divise en se permettant de les insulter et même d'inventer la déchéance de citoyenneté en disant que les non-vaccinés sont des irresponsables et ne sont plus des citoyens. C'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'on a besoin d'un président de la République qui soit bienveillant, apaisé, qui rassemble l'ensemble des Français et qui crée du lien. Nous devons sortir de cette pandémie par le haut. Et il faut reprendre l'argent à la finance. Revenons à la... Vous posez des enjeux très grands, très importants. Je reviens, au plancher des vaches et à ce qui préoccupe les Français aujourd'hui. C'est une infirmière de 54 ans qui a, dans le Parisien, dans cette séquence de Face au lecteur, posé la question à Emmanuel Macron. Et elle est assez surprise, je le lis ce matin dans le Parisien aussi, qu'on puisse se formaliser sur une formule, je cite, dit-elle, que tout le monde pense et qui décrit la réalité. Il y avait aussi dans ses lecteurs une directrice d'EHPAD. Elle dit « Nous qui sommes dans le métier, au quotidien, nous sommes en guerre, je ne suis pas choquée du tout. » Puisqu'elle parle de guerre, ces soldates-là, elles sont au front. Ça ne vous trouble pas que, dans le fond, elles estiment que le président de la République a dit ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire qu'il faut emmerder les non-vaccinés. Je suis de mon côté totalement solidaire et aux côtés des soignants depuis le début. Je me bats pour la vaccination généralisée depuis le début. Mais je sais aussi que ce gouvernement est responsable de la fermeture d'hôpitaux. Savez-vous qu'en ce moment, alors qu'il y a une épidémie de bronchiolite, les urgences pédiatriques de Saint-Denis sont fermées faute de médecins. Elles disent qu'il faut emmerder les non-vaccinés. Eh bien, moi je dis qu'il faut soutenir nos soignants, nos hôpitaux publics, réouvrir des lits, rouvrir des hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux publics ont fait l'objet de cures d'austérité à cause d'une politique libérale de droite. Savez-vous que la Commission européenne a demandé 63 fois à la France de faire des baisses de budget dans la santé entre 2011 et 2018 ? Voilà ce que provoque la politique libérale de l'Union européenne et de la France. Vous êtes candidat à la présidentielle. Oui. Un mot quand même, parce qu'il a aussi esquissé son programme. Surprise, sur les droits de succession, il a été interrogé par un lecteur du Figaro. Il a dit, eh bien, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut les augmenter. On se souvient que l'automne dernier, la droite, Madame Le Pen, Pécresse, Monsieur Zemmour,
au contraire, dans leur projet présidentiel, l'intention de les alléger. Et vous? Eh bien, moi, je suis pour augmenter les droits de succession sur les patrimoines les plus élevés et alléger les droits de succession sur les familles modestes, sur ceux qui ont, au long d'une vie, réussi à acheter une maison et qui ne peuvent pas la transmettre à un parent éloigné quand ils n'ont plus d'enfants directs. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient le plus des allègements fiscaux, encore une fois, sont les plus riches, qui peuvent faire des trusts, qui peuvent délocaliser leur patrimoine dans des pays à bas coût, qui ont des niches fiscales, qui fait que ce sont eux qui en bénéficient le plus. Ils ont droit tous les ans à transmettre 100 000 euros de leur patrimoine. Et ça, c'est fini. Moi, je suis justement le président de la République, anti-corruption, mais les donations du vivant, on peut ou pas? C'est terminé. Plus de donations? Mais vous savez que les donations... Parce qu'il y a des classes moyennes, il n'y a pas que les plus aisés. Les classes moyennes, les donations, c'est 100 000 euros par an. Les plus riches donnent 100 000 euros par an pour pouvoir justement donner à leurs enfants leur patrimoine. 100 000 euros par an? C'est de cet ordre-là. Non, c'est pas possible. Et donc pas autorisé. Les plus riches aujourd'hui bénéficient de niches fiscales qui privent l'État de plusieurs dizaines de milliards d'euros de rentrée pour le budget. Vous supprimez les niches. Il faut finir avec ces niches fiscales. Est-ce que vous augmentez les droits de succession? Je demanderai à ce qu'il y ait exactement les mêmes règles, que le soient les plus riches ou les plus modestes, mais surtout, moi j'ai le cas dans ma circonscription d'une dame dont le frère est décédé. Eh bien, il n'a pas d'enfant, eh bien, sa sœur ne peut pas hériter de la maison, sauf à payer des taux très élevés sur les droits de succession. Moi, je souhaite qu'ils soient les plus bas possibles pour que les familles modestes puissent transmettre leur patrimoine sans avoir à payer de droits de succession élevés. Encore 2 questions. Vous menez une campagne tambour battant, dont tout le monde dit d'ailleurs que vous déployez un talent certain pour défendre vos propositions avec foi, etc. Ça ne marche pas. Vous êtes à 2,5% dans notre sondage IFOP pour Le Figaro et LCI, qui date d'hier soir. 2,5%. C'est pas le fond du discours qui est complètement décalé par rapport aux Français et à leurs attentes? Vous savez, je pense que nous sommes encore au début de la campagne et notamment à gauche, nous ne savons pas quels sont les candidats qui seront encore présents au moment de la campagne officielle. J'attends avec impatience le moment de l'équité du temps de parole et que tous les candidats aient l'équité du temps de parole pour pouvoir être présents dans la campagne au même titre que les autres. C'est la première fois que je me présente quand d'autres sont là depuis 2, 3 campagnes présidentielles. Et surtout, je souhaite porter une voix originale et différente à gauche, une candidature à l'élection présidentielle apaisée, bienveillante, pour rassembler les Français, lutter efficacement contre cette pandémie et surtout redonner le pouvoir au monde du travail et à la création, parce que on aura l'occasion de vous recevoir. Parce que aujourd'hui, je dis que ceux qui ont réussi à tenir notre pays à bout de bras, que ce soit les soignants, que ce soit ceux de nos services publics, ce sont eux qu'il faut valoriser et ils sont trop méprisés dans notre République. 2 questions, je vous demande d'être très très bref. Le grand champion de tennis, Djokovic, il veut aller jouer l'Open d'Australie. Il n'est pas vacciné, il a été arrêté par la douane, il doit être expulsé. À l'instant, on apprend qu'il y a un sursis à l'expulsion. Mais enfin, que pensez-vous de la décision? Il ne respecte pas les règles, il doit être expulsé. Très bien. 2e question, c'est un peu plus long comme à expliquer. L'Académie française a décidé d'envoyer une lettre pour demander un recours à Jean Castex. Sur quoi? Sur le fait qu'une loi européenne oblige que les mentions d'identité sur la carte d'identité française soient non seulement formulées en français, mais aussi dans une langue étrangère, et en l'occurrence, la France a choisi l'anglais. Il y a donc sur nos cartes d'identité, selon la loi imposée par l'Europe, une traduction en anglais, au même titre que le français. Bref... Oui, écoutez, franchement, alors je découvre cette information, oui, je l'ai pas lu. Oui, parce que je sais, j'essaie de vous l'expliquer maladroitement, mais... Est-ce que ça vous frappe? Ça ne me choque pas, mais là n'est pas l'essentiel. Je voudrais avoir une pensée pour les dessinateurs de presse, parce que nous allons demain rendre hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. 7 janvier, 7 ans. Voilà, je trouve scandaleux qu'aujourd'hui encore des dessinateurs de presse, des caricaturistes soient obligés de vivre avec des officiers de sécurité, car leur vie est menacée parce qu'ils ont fait des dessins jugés ou antisémites ou islamophobes. Et c'est scandaleux. Ce terme-là, je ne le reconnais pas. Je voudrais leur apporter tout mon soutien. Il y a d'ailleurs
ouvert une exposition place du Colonel Fabien au siège du Parti communiste français intitulée Libre comme l'art, qui montre tous ces dessinateurs, ces artistes, ces Picasso, ces Marcel Duchamp, ces Fernand Léger, qui ont eux aussi, avec leur coup de pinceau, leur trait de génie, réussi à défendre des idées, l'émancipation du peuple et les grandes conquêtes sociales de notre pays. Et je voudrais leur rendre hommage parce que la création et la culture dans notre pays sont indispensables pour aussi réussir à vivre ensemble. C'était important, on a pris un peu de retard, mais c'était important que vous puissiez le dire parce qu'on y pense effectivement tous. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.